Merci Madame la Présidente. L'enjeu environnemental, le climat, la biodiversité. La question est évidemment immense. Je concentrerai mon propos sur deux points. L'un panoramique, si je puis dire, sur l'engagement des Nations Unies en matière de lutte pour le climat. L'autre plus spécifique sur la préservation des zones maritimes, pour laquelle nous avons eu une réunion de travail avec le département spécialisé du secrétariat général. En ma qualité de président du groupe d'amitié France-Birmanie, je vous dirai aussi quelques mots sur les Rohingyas. Le premier point constitue l'une des priorités d'Antonio Guterres. Je reprends ces termes. Pour le climat, il faut garantir ce que les analyses scientifiques ont révélé. Il faut atteindre l'objectif de limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 degré Celsius d'ici la fin du siècle, ce qui implique de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici à 2030 et de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050. C'est la priorité absolue, dit-il. Il nous a dit aussi, nous sommes en train de perdre cette bataille, l'opinion publique, le secteur privé sont plus engagés que les gouvernements. Les lobbies sont en train de gagner. Il y a une note d'espoir. Les opinions publiques sont de plus en plus mobilisées. Les peuples sont plus raisonnables que les gouvernements. L'urgence reste, depuis notre mission à New York, les experts du programme des Nations Unies pour l'environnement en novembre dernier ont rappelé qu'à moins que les émissions mondiales de gaz à effet de serre ne diminuent de 7,6% par an entre 2020 et 2030, le monde ratera l'occasion d'atteindre l'objectif de l'accord de Paris. La COP26 à Glasgow devra déterminer l'orientation future des efforts à fournir pour éviter les crises et doit voir les pays soumettre de nouveaux plans climatiques conformément à l'accord de Paris. J'en viens à mon deuxième sujet, la protection des espaces maritimes. Parmi les enjeux majeurs liés au changement climatique, comme l'a relevé le GIEC dans son dernier rapport, il y a l'impact sur les pêches, l'impact sur la navigation, l'impact sur le niveau des mers. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de Montego Bay fournit depuis 1994 le cadre juridique de toutes les activités menées dans les océans et sert de base à la coopération internationale. Elle fixe les droits et obligations des États dans les différentes zones maritimes, eaux intérieures, mers territoriales, eaux archipélagiques, zone économique exclusive, plateau continental. Parmi les discussions en cours, il y a le processus BBNJ entamé dès 2006. Les menaces croissantes pèsent sur les écosystèmes marins, d'où la nécessité de combler les lacunes du cadre juridique international existant pour assurer une meilleure gouvernance de la haute mer. Il s'agit de concilier le régime de la haute mer avec ses libertés et le régime du patrimoine commun de l'humanité sous la forme d'un plateau continental étendu avec ce que cela comporte en termes d'obligations pour la préservation de la protection de l'environnement. Il s'agit, dans le sillage de la Convention de 1982 et de l'accord sur les pêches de 1995, de développer un nouveau traité contraignant. L'Assemblée générale a convoqué 4 conférences intergouvernementales entre 2018 et 2020 pour élaborer un nouvel accord pour la conservation de la biodiversité au-delà des juridictions nationales. Ces conférences se réunissent sous la présidence de Singapour, qui a su maintenir tout le monde à la table des négociations, y compris les États les plus sceptiques, comme la Russie, l'Islande, le Japon ou la Corée. Les 3 premières conférences se sont déjà tenues. La dernière doit se tenir du 23 mars au 3 avril 2020. Les États demeurent divisés sur bon nombre de volets. Sur les ressources génétiques marines, il y a 2 divergences majeures. La première porte sur leur statut. La majorité des États en développement souhaiteraient leur conférer le statut de patrimoine commun de l'humanité, ce à quoi les États développés s'opposent puisqu'il impliquerait notamment des restrictions d'accès aux ressources biologiques de la haute mer et une gestion commune de ces ressources. La deuxième divergence porte sur le partage des avantages qui découlent de leur exploitation et que les États en développement souhaiteraient monétaires. Sur les évaluations d'impact environnemental,
les délégations demeurent divisées quant à l'entité qui devra prendre la décision d'autoriser l'activité après que l'évaluation d'impact environnemental a été menée. Alors que les États développés considèrent que l'autorisation revient à l'État, les États en développement souhaitent que cette décision soit adoptée par la conférence des parties de l'instrument BBNJ. Sur les outils de gestion par zone, en particulier les aires marines protégées, le mandat prévoit que l'accord d'application ne devra pas affecter les instruments et les mandats des organisations régionales et sectorielles existantes. Pour les États les plus sceptiques, seules les organisations régionales ou sectorielles devraient pouvoir établir des outils de gestion par zone, limitant par là le pouvoir décisionnel du futur instrument BBNJ. Sur le renforcement des capacités et transfert des techniques marines, les délégations s'accordent sur le principe de la création d'un centre d'échange d'informations, mais la plupart d'entre elles souhaitent progresser sur les parties opérationnelles du futur accord avant d'en préciser les fonctions. Les enjeux sont considérables, les divergences sont réelles. Il faudra donc suivre avec attention les résultats de la dernière conférence. Ce n'est pas sans lien avec le changement climatique, et je voudrais dire un mot de la question des Rohingyas. Avec Frédéric Petit, nous sommes allés récemment dans le cadre de notre mission d'information sur les conflits et les changements climatiques au Bangladesh. Nous avons saisi cette occasion pour aller voir les réfugiés Rohingyas. À New York, j'avais eu l'occasion d'évoquer cette question et j'ai notamment remis à Antonio Guterres une lettre d'Amnesty France attirant son attention sur une situation qu'il connaît bien et dénonce avec fermeté. J'ai pu aussi en parler très directement au représentant permanent à l'ONU de Chine, qui m'a assuré de sa volonté de résoudre cette question dans les meilleures conditions possibles, dont acte. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le député. Christophe Di Pompeo.